Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence sur la 5G et l'edge computing. Je suis Sergio Coco, donc je suis le maire du village Baïséa Nord de France. L'accélérateur de start-up du Crédit Agricole Nord de France est porté par 30 de ses partenaires qui nous aident au quotidien pour l'accélération de nos start-up et pour développer l'ensemble de nos activités sur le territoire. Et nous vous proposons aujourd'hui un temps d'échange sur le thème de la 5G et du edge computing, comme je l'ai dit en préambule, un temps d'échange et de débat, et qui dit temps de débat et temps d'échange, bien naturellement, je suis entouré et bien entouré. Aujourd'hui, je suis entouré donc de Dimitri Manchuel de la métropole européenne de Lille, de Thomas Langbard d'Orange et également de Valérie Debert d'IBM. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de les présenter en détail, je pense qu'ils se présenteront eux-mêmes. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir, dans un premier temps, débattre de l'ensemble de ces sujets, de vous donner quelques exemples concrets. Et on clôturera cette présentation par une table ronde qui nous donnera l'occasion de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions ou l'ensemble des interrogations que vous vous posez. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Dimitri Manchuel de la métropole européenne de Lille, et Dimitri, donc, qui est chef de mission stratégique aménagement et numérique. Dimitri, je te laisse la parole. Bienvenue. Bien, bonjour à tous, merci Sergio. Donc, voilà, comme tu l'as dit, je suis responsable de l'aménagement numérique à l'AMEL, donc acteur institutionnel, hein, la métropole qui est l'intercommunalité qui regroupe 95 communes autour de Lille, la ville-centre. Donc, pour le faire très simple, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait des réseaux disponibles à très bon niveau de service sur le territoire, donc qu'ils soient fixes ou mobiles. Hop, je tente de partager l'écran. Voilà, je vous irradie les yeux avec le rouge, Lille Métropole. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'AMEL et de la 5G, puisque en tant qu'acteur institutionnel, on s'est positionné depuis 2 ans à peu près, depuis début 2018, sur l'arrivée de cette technologie. Et donc, dans l'ADN de l'AMEL, on a la compétence aménagement numérique, ce qui fait qu'en réalité, on voit les réseaux comme un élément de l'attractivité du territoire. Donc, l'AMEL, plus globalement, a une stratégie d'attractivité assez complète autour des réseaux. D'une part, par mon activité qui est celle de faciliter le déploiement des réseaux, qui reste pour la plupart des réseaux privés. Donc sur le fibre, avec le déploiement de la fibre au grand public, sur le mobile, avec un cadre de concertation qui existe pour le déploiement des antennes relais sur notre territoire, et parfois des collaborations un peu plus spécifiques, comme vous avez remarqué que sur la ligne 1 du métro, il y a de la 4G. C'est le fruit d'une collaboration entre les 4 opérateurs mobiles et la métropole. Et la ligne 2 devrait d'ailleurs être couverte assez bientôt. Donc, au-delà du simple déploiement des réseaux, l'AMEL se positionne aussi sur les usages. Et pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, sur la 5G, l'AMEL a réalisé un appel à projet. Donc, j'y reviendrai un petit peu après, puisque c'est le bilan de cet appel à projet que je vais vous partager. L'idée sur les usages, c'est aussi de rechercher des usages à plusieurs vocations. La première vocation, c'est des usages, on va dire, socialement utiles. Voilà, donc c'est d'actualité avec les controverses qu'on peut avoir avec la 5G. On a recherché des usages positifs, mais aussi des usages industriels et plus largement à vocation économique, puisqu'on a bien conscience qu'il y a un réel enjeu économique autour de cette nouvelle technologie. Et bien sûr, l'AMEL, qui a la compétence de développement économique, est également animatrice de la filière, alors de la filière tech, au travers de ces sites d'excellence que je ne présente pas, comme Euratech, mais aussi avec les liens qu'elle peut avoir avec les labos de recherche et au travers de différents appels à projets. Donc, comme je vous le disais, en 2018, l'autorité de régulation a désigné le territoire de la métropole comme territoire d'expérimentation pour Orange. Et donc, dès juin 2018, le Conseil métropolitain a délibéré une vraie volonté d'aller vers la 5G pour, alors d'une part, être une vitrine en France, hein, et cette vitrine aurait dû trouver une caisse de résonance dans la capitale mondiale du design.
à défaut d'être la capitale mondiale du Covid. L'idée, c'était de fédérer tous les acteurs de la chaîne de valeur sur la 5G. Donc, pas seulement des acteurs purement tech et des startups, mais on a voulu ouvrir très largement à la fois au monde académique, les labos, aux industriels et bien sûr aux acteurs de la filière tech pour pouvoir tester la technologie avec une année d'avance sur son ouverture commerciale et proposer un accompagnement dans l'expérimentation, alors grâce à un partenariat avec le CITC Village by CA, mais également un accompagnement technique avec Orange. Et donc, nous avons lancé un appel à projet, le défi 5G Mail. On a trouvé un nom pour faire un petit jeu de mots. Et l'objet du défi 5G Mail, c'était de faire apparaître des familles d'usages que seule la 5G pourrait permettre. Donc, l'idée, ce n'était pas de répondre avec un modèle économique complètement ficelé. Par contre, c'était de pouvoir répondre avec une idée qui était novatrice et qui avait besoin de la 5G avec un projet et un démonstrateur à la clé qui n'aurait pas pu être fait dans une technologie type 4G. Donc, je le disais, c'est un partenariat entre Lamel, Orange, évidemment, le CITC Village by CA, et on a mis en place un comité de sélection, alors à la fois avec des institutionnels, mais également des financiers. Donc, je vous rassure, Village by CA était évidemment autour de la table en tant que partenaire également, pour permettre à des porteurs de projets qui étaient au stade de l'idée, pas forcément du business model abouti, de pouvoir être accompagnés par soit des fonds publics, soit des fonds privés, mais en tout cas, être accompagnés par des professionnels pour faire maturer un futur modèle économique. Donc, en chiffres, on a eu 30 marques d'intérêt sur l'appel à projet. On a auditionné 8 candidats avec des projets de démonstrateurs, dont 7 ont réussi à monter un projet abouti avec des démonstrateurs à la clé. Donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. DWS, qui était une start-up autour du ludique pour faire des courses de voiliers en réalité augmentée. Augmentéo, que vous connaissez peut-être, qui se présente lui-même comme le Nantix français pour faire du Pokémon Go et donc du jeu vidéo sur l'espace public en multijoueur en profitant de la faible latence. Suez, un grand industriel français qui a un démonstrateur sur de la maintenance industrielle et notamment des drones connectés en 5G qui vont aller réaliser des inspections en milieu dangereux, hein, sur des ouvrages d'assainissement par exemple. Spread the Life, qui est une start-up du territoire qui a inventé une caméra intelligente qui peut remonter des flux de données 4K en 5G, donc avec un démonstrateur qui aurait dû avoir lieu, par exemple, à la braderie, s'il y en avait une, pour mettre une caméra sur la Grand Place à Lille et avoir un montage en live par la caméra intelligente. Compay, qui est une société de robotique qui réalise des robots que vous voyez en photo sur la diapo, qui sont des robots autonomes qui ont pour vocation d'aider les soignants dans les EHPAD pour faire de l'accompagnement des personnes âgées, avec en étape 2 du développement de l'entreprise, de faire du maintien à domicile avec des robots autonomes et connectés en 5G. MoveLab, qui est une société qui réalise du fitness augmenté, on va le dire comme ça aujourd'hui, et qui souhaitait pouvoir expérimenter la 5G pour faire du fitness hors salle de fitness de la même façon, avec une augmentation. Et Better Call Dave, alors j'adore ce nom. Better Call Dave, c'est une société qui agit dans la formation à distance avec de la réalité virtuelle, donc avec une solution très immersive. Et l'idée de profiter de la 5G, c'était de ne pas avoir à s'astreindre, à avoir un cadre de formation, une salle de formation équipée pour pouvoir y participer. Donc, comme je le disais, on a cherché des familles d'usage un petit peu nouvelles, donc on en a trouvé quelques-unes. Pour faire le bilan avec un verre à moitié vide, un verre à moitié plein,
Finalement, on n'a eu qu'un seul industriel qui s'est positionné fortement sur l'appel à projet, qui est Suez. Les autres industriels qu'on a pu solliciter d'ailleurs s'inscrivent dans un temps un peu plus long et donc n'étaient pas spécialement intéressés par l'appel à projet, en tout cas à ce stade de déploiement de la technologie, juste sur la phase d'expérimentation. Je le disais dans le verre à moitié vide, évidemment, on a eu le Covid, ça ne nous a pas aidé à maintenir des démonstrateurs et à faire des événements et à leur donner un peu de résonance. Et bon, il ne faut pas se le cacher, un débat de société qui a été, je ne vais pas dire qui a pollué, mais en tout cas qui n'a pas été orienté sur les usages et les bénéfices de la 5G, qui était surtout orienté sur les dangers, les interrogations qu'on pouvait avoir sur la technologie. Et quelque part, c'est un petit peu dommage et ça ne nous a pas aidés. En revanche, on a quand même réussi à montrer quelques applications que j'appelle socialement utiles et réellement utiles, enfin, y compris sur les inspections d'ouvrages en site dangereux. Donc, ça ouvre quelques portes. On a pu avoir, alors ce n'est pas un lauréat, mais on a pu avoir des discussions aussi sur des cockpits, sur le bâtiment et la construction 3.0. Ça a permis de nouer quelques partenariats et je pense notamment aux partenariats entre notre monde académique et les labos de recherche et un opérateur comme Orange ou le CITC et Orange, des partenariats qui perdurent et qui vont permettre de continuer d'essaimer un peu ces projets et de diffuser la technologie au plus près des acteurs de notre territoire. Donc, quelques nouveaux acteurs. Il faut bien le dire, même si ce n'est pas forcément raccord avec le communiqué de presse d'Orange ce matin, une certaine avance du territoire. Donc, une avance à la fois en termes de déploiement, puisque ça fait 2 ans qu'il y a des antennes 5G sur le territoire qui ont pu être allumées pour les expérimentations. Donc, une avance des équipes locales sur l'expertise de déploiement et de la 5G, mais aussi une avance qui a pu être donnée à des acteurs économiques et à des startups, alors même hors du monde de Ratec, hein, puisque quand je parlais de Compay tout à l'heure, c'est une société qui est basée à Biarritz et qui est venue sur notre territoire pour pouvoir réaliser ces expérimentations. Bien, alors, je suis complètement disponible si vous avez des questions. Je laisse Sergio faire le maître de cérémonie. Merci Dimitri pour cette présentation. Tu as abordé le point toi-même hein, concernant les questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Vous voyez un onglet Q&R, hein, questions-réponses tout en bas de votre page Zoom. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Lors de la table ronde, on se fera un plaisir que d'y répondre. Merci Dimitri pour ces exemples et tout l'ensemble de ces précisions. On va laisser la parole à Thomas Langmar d'Orange. On attend avec beaucoup d'intérêt la présentation d'Orange et pouvoir nous détailler un petit peu la position d'Orange et l'ensemble des exemples que tu pourras nous citer au travers de l'usage de la 5G. Thomas, c'est à toi. Ça marche. Merci, Sergio. Merci, monsieur le maire. Sur la 5G, donc déjà, je vais me présenter, c'est vrai. Thomas Langmar. Donc, je travaille sur l'innovation, vaste sujet, et notamment les relations avec les écosystèmes innovants et les startups sur les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Je vais vous présenter un peu une vision prospective de la 5G, de ce que c'est en tout cas de la vision d'un opérateur de la 5G, et puis un peu de ce qu'on veut en faire à court et à moyen terme. La 5G, c'est quoi? C'est une évolution des réseaux, hein, rien de neuf là-dessus. On parle beaucoup de complémentarité des technologies précédentes, parce que ce n'est pas parce qu'on va allumer la 5G, ça c'est pour répondre à est-ce que je vais être obligé de changer mon terminal? Non, si la 4G ou la 3G vous suffit, aucun souci, ces réseaux continueront à exister. Est-ce que la 5G va remplacer la fibre? Non plus. C'est bien une complémentarité. On aura la fibre dans sa poche, comme on le dit chez Orange, c'est-à-dire qu'on aura d'autres possibilités à l'extérieur de chez soi, en complément des réseaux qu'on a chez soi. Pourquoi on a déployé ça? On va revenir à la genèse du sujet, c'est que les technos, vous voyez, ça bouge, hein, ça évolue, et que entre la 1G et la 5G, il y a eu de l'évolution. On a rajouté petit à petit des messages, de la vidéo,
de l'Internet en fonction des générations. Et rien que pour prendre un chiffre, en 2019, les besoins des clients ont augmenté de 40%. C'est-à-dire que le trafic mobile, rien qu'en une année, et ce n'est pas la seule année où il augmente de 40%, c'est à peu près la moyenne d'évolution des besoins en débit. Et donc, si on ne fait rien, l'année prochaine, eh ben, les réseaux vont saturer, notamment dans les grandes villes. Donc, il y avait un besoin de par les consommateurs qui utilisent de plus en plus leur smartphone. En tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde ici, de déployer un nouveau réseau. Et la 5G est normalisée est en cours de normalisation depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Plus rapide, ça c'est classique, comme on le disait. Quand la 4G suffira plus et que vous en aurez tous marre d'avoir le petit truc qui tourne sur votre écran parce que ça charge et que c'est long à charger, on va avoir des débits 10 fois plus rapides, hein. Lors de l'expérimentation qu'il y a eu sur le territoire de la métropole de Lille, on est monté au-delà du giga sur donc les terminaux 5G. Plus de monde et plus d'objets. On parle de maintenant des objets connectés. La Smart City est en cours encore de tâtonnement en France, à l'étranger. Dans certains pays, elle prend vraiment beaucoup d'ampleur, avec des capteurs d'eau, des capteurs de température, de niveau de pollution, qu'ils soient publics, chez les personnes. En tout cas, notre nombre d'équipements augmente, hein. L'équipement moyen par foyer, selon les études, c'est entre 7 et 9. Et bientôt, les capteurs vont devenir une norme. Et donc, et les réseaux actuels ne sont pas conçus pour avoir autant de capteurs, notamment, encore une fois, dans les zones les plus denses. Une caractéristique importante, c'est la réactivité. On va avoir des latences de quelques millisecondes, donc on aura la même latence que sur la fibre. Et ça va permettre de nouveaux cas d'usage qui ne sont pas actuellement possibles en 4G et plus écologique parce qu'il y a un vrai besoin aussi chez les opérateurs de réduire leur consommation énergétique, hein, d'abord pour des raisons de coût et chez Orange pour des questions aussi environnementales, avec l'objectif d'être net carbone en 2040, donc 10 ans avant les engagements de l'accord de Paris. Et donc, si on veut être net carbone, eh ben, il va falloir trouver des solutions. Et la 5G est une solution. Dans les tests qu'on a fait sur la métropole lilloise, à nombre de data équivalentes, on était sur 3 fois moins d'énergie utilisée. Et à terme, pour le même volume de données, la 5G utilisera 10 fois moins d'énergie. Donc, vous voyez, c'est important parce que plus les usages croissent, plus la quantité d'énergie augmente. Et donc, il fallait freiner tout cela. Quand est-ce qu'elle va se déployer? Eh bien, en 2 temps. Donc, en décembre, alors le 15 dans la région. Le 15 décembre, on va allumer la 5G dans une partie des villes et dans 160 villes en France. Et donc, au début, ce ne sera pas la version définitive de la 5G. Ce sera une 5G chez Orange qui utilise des bandes de fréquence très élevées, c'est-à-dire qu'on aura des débits de l'ordre du gigabit, un peu au-delà du gigabit, ce que je vous disais, ce qu'on avait déjà, et qui permettra d'augmenter le volume de cartes SIM qui évolueront, donc le nombre d'appareils qui seront connectés. En 2023, avec un gros mot, mais pour les spécialistes, ça s'appelle le slicing. Le slicing ne sera en place qu'en 2023. Et ce slicing permettra notamment la norme de Massive IoT, c'est-à-dire de pouvoir connecter des milliers d'objets connectés par kilomètre carré. Et c'est plusieurs dizaines de milliers d'objets connectés par kilomètre carré. Et la latence qui nous permettra vraiment une grosse réactivité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette 5G? Je vous ai choisi quelques exemples. Le cloud gaming, demain, la PS5, finalement, ce sera has-been, hein, puisqu'il suffira d'être simplement connecté. Et il y a déjà, donc j'ai listé des choses qui existent un peu, et donc il suffira d'avoir une connectivité et puis un écran, et puis on pourra jouer à tout et n'importe quoi et charger le jeu qu'on voudra. Plus besoin de console pour y jouer. Tout sera forcément à distance. Et c'est un petit clin d'œil à Valérie pour le cloud computing. Ce sera la même chose avec évidemment les ordinateurs qui seront finalement réduits, si je simplifie, à des écrans et toute l'intelligence sera déportée sur le réseau.
Heu, une expérience qu'on a fait, en 4G, mais qui a besoin de la possibilité de la 5G pour le faire en masse, c'était un concert d'iPhone qu'on avait, pu, faire en réalité virtuelle. Donc, en plus, bon, c'est à l'époque, c'était pas voulu, mais dans cette époque où les spectacles, c'est un peu compliqué en termes sanitaires, on a invité des clients avec, vous voyez en bas sur la scène, tout ce dispositif de caméra qui ont, donné une expérience immersive aux spectateurs et donc qui étaient, à distance et avec des casques de VR, connectés à l'époque en 4G et demain en 5G pour avoir une vraie expérience immersive et en plus, ce qui est génial, c'est surtout quand on est petit, bon moi c'est pas mon cas, mais pour ceux qui sont petits, bah, au moins vous avez pas besoin d'être dans la fosse et vous voyez rien, vous avez l'expérience sur scène. Donc vraiment, alors en plus, honnêtement, ils avaient bien joué le jeu, d'avoir un concert dans cette configuration-là. On a des super retours positifs et pourquoi pas pour le monde du spectacle, un nouveau moyen de commercialiser et puis, pour un spectateur de vivre différemment en complément quand c'est à côté de chez soi d'aller au concert, mais, quand le concert a lieu à New York et ben, peut-être vivre un concert à New York, ça peut être une expérience aussi intéressante. Si on est, sur la réalité virtuelle, on en a parlé, Better Call Dev qui permettait, de la formation à distance en réalité virtuelle ou, en réalité augmentée. La police de New York, utilise, donc des casques pour, s'entraîner à de la prise d'otages. Donc vous voyez quelque chose de très immersif et donc on a de l'immersion mobilité. On peut enfin sortir et faire sur le terrain, dans la rue, des expériences immersives. On parlait aussi, tout à l'heure d'Augmentéo qui avait fait, qui va permettre des jeux en AR, en mobilité. Ça va être sympa. On pourra sortir de ces salles, de réalité virtuelle et de jouer et de vivre des expériences un peu partout dans la ville, à la campagne, que ce soit pour s'entraîner pour la police ou pour s'amuser. Pour faire le clin d'œil également, aux drones connectés, on peut Enedis, utilise de la réalité, augmentée pour visualiser un réseau électrique à travers le sol et éventuellement l'inspection du réseau électrique ou des ouvrages, comme, l'a fait, Suez, pour, inspecter des canalisations avec des drones amphibies pilotés en 5G. Encore une fois, cette connectivité, à ultra haut débit qui permet de remonter de l'image de très haute qualité, couplée avec de l'intelligence artificielle pour, détecter des pannes ou en tout cas faire de la maintenance prédictive sur des sites et des ouvrages techniques, qu'ils soient électriques, d'eau ou d'assainissement ou tout ce qu'on veut. On parlait du drone, le drone connecté. Alors, il nous faut, bientôt des autorisations. Actuellement, on ne peut piloter qu'un drone que quand, le pilote l'a en visuel. Demain, on pourra le piloter à distance. Donc, il y a déjà des expérimentations qui sont faites dans la région, par la gendarmerie, pour, surveiller, par exemple, à distance, certaines, situations, sensibles et également, pour, aller, secourir des personnes, hein. C'est l'exemple, que j'ai donné. Un robot, helper qui permet, de faire du sauvetage, et de gagner du temps, sauvetage en mer ou sauvetage, un peu partout et d'accéder, on le disait tout à l'heure, à des endroits où on ne pourrait pas aller. On pense à des catastrophes chimiques, des catastrophes, naturelles où les secours ne peuvent pas forcément, accéder, sans se mettre en danger, sans remettre en cause leur propre sécurité, et bien des drones ou des robots pourront aller un peu partout pour aider dans les secours. Le dernier exemple, la navette autonome, alors ça, c'est pas neuf, il y a des expérimentations qui existent, qui sont pas forcément, toujours d'ailleurs, très concluantes pour l'avoir, testé personnellement. Demain, la latence très courte de la 5G permettra en temps réel, de piloter les navettes et en même temps d'amener chacun, en fonction de sa destination. C'est-à-dire qu'en, programmant sur son smartphone, par exemple, son lieu de travail, à la sortie, du métro 4 cantons, avec une navette en mobilité douce, elle pourra, nous amener au pied, de mon lieu de travail et l'ensemble des personnes, en fonction aussi de la circulation pour optimiser les trajets et de façon assez rapide puisque la faible latence permet en permanence de, pouvoir s'arrêter et de contrôler tous les dangers. En tout cas, c'est une solution, au niveau de la mobilité douce.
J'ai mis pour ma part mes coordonnées et puis de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai ravi d'y répondre après. Merci Thomas de nous avoir éclairé sur la 5G et ses applications. Tu as évoqué durant ta présentation du cloud computing et c'est la transition douce envers le propos que va tenir Valérie, entre autres d'IBM. Valérie, je te passe la main, je te laisse détailler tout ce qui recouvre, tout ce qui est couvert par le edge computing et le cloud computing. C'est à toi. Ton micro, Valérie. Oui, bonjour à tous. Je suis en train de régler les derniers petits problèmes techniques. Donc, bonjour à tous, je suis Valérie Debert. Donc, je suis chez IBM CTO et architecte sur l'industrie banque, finance et assurance. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler assez rapidement du l'edge computing. Donc, l'edge computing, donc Thomas a présenté au travers déjà un certain nombre de cas d'usage que la 5G permet de mettre en place. Et l'edge computing donc, est un nouveau modèle en fait, informatique qui est assez simple et donc, qui est un modèle décentralisé et qui a pour particularité d'amener, on va dire, le traitement de la donnée soit directement à la source, soit au plus proche de la source. Alors, ce modèle, il vient quelque part s'inscrire, on va dire, sur d'autres modèles, on va dire, qui fonctionnent aujourd'hui. Le modèle, on va dire, informatique le plus connu sont des modèles centralisés dans lesquels nous avons des data centers. En général, toute l'informatique ou toutes les données, on va dire, sont centralisées dans ces centres informatiques pour y être traitées. Et les données qui sont, on va dire, générées à l'extérieur du centre informatique doivent être amenées, on va dire, de manière centralisée pour être traitées. Ici, on change de paradigme. L'edge computing, donc on va sortir des data centers et on va traiter cette donnée donc au plus proche. Donc, alors, la nature en fait des données, elle vient aussi avec l'explosion des objets connectés et de l'Internet des objets. Donc depuis, on va dire, donc ces objets ne sont pas nouveaux, mais les évolutions qui ont eu lieu ces dernières années permettent, on va dire, des innovations techniques qui sont particulièrement importantes, et notamment sur les capacités de compute ou de traitement que l'on peut avoir sur ces objets. Et aujourd'hui, ces capacités, avec la nature des données qui y sont traitées, permettent, on va dire, des activités ou tout au moins des traitements de type intelligence artificielle qui vont permettre des nouveaux cas d'usage ou des cas d'usage qui sont beaucoup plus, on va dire, avancés que ce qu'on pouvait faire encore il y a quelques années. L'élément, on va dire, de la 5G, donc le réseau est important. Alors, Thomas a parlé tout à l'heure de cas d'usage qui sont plutôt connectés. L'intérêt aussi que l'on peut avoir avec le edge computing, c'est le côté non connecté, ou tirer parti du modèle de connexion et de déconnexion, puisque ces objets donc, sur lesquels nous allons travailler donc, ont une autonomie, on va le voir, qui peut devenir importante, et ils vont être amenés à pouvoir prendre des décisions de manière complètement autonome. Donc, sur ce modèle de cloud de type Edge, on va retrouver donc, des devices donc, de type objet connecté et aussi tout un ensemble de serveurs informatiques qui sont donc à l'extérieur des data centers et qui vont permettre de pouvoir donc, faire un certain nombre de traitements de manière graduelle. Donc, on peut imaginer un traitement sur les données sources et très volumineuses à la source sur les objets connectés. Ensuite, le résultat des traitements peut être envoyé sur des serveurs intermédiaires. Alors, aujourd'hui, justement, les opérateurs télécoms sont quelque part en étant au cœur du réseau, on va dire, des fournisseurs de services très intéressants et très avancés sur cette partie de edge computing. Et après, de la même façon, ces données pourront repartir de manière un peu plus centralisée auprès des data centers pour des usages, on va dire, un peu plus corporate et d'entreprise. Alors, les apports de l'edge computing, elles sont de différents niveaux. On a Alors, un des points qui est assez intéressant autour de l'edge computing, c'est les éléments autour de la sûreté, de la sécurité ou de la conformité.
Vous connaissez tous GDPR et les usages, on va dire, ou la limitation des usages qui peuvent être faits principalement sur les données personnelles. Dans des modèles de edge computing, on a des opportunités qui sont intéressantes de pouvoir traiter des données qui peuvent être personnelles directement au niveau des capteurs ou des devices. Et en fait, une fois qu'elles seront traitées et elles pourront être envoyées de manière, on va dire, par rapport à la notion d'information qu'elles disposent, et donc éventuellement être enlevé, en fait, retirer l'ensemble des données sensibles qui pourront être traitées par la suite. On a des notions aussi de temps réel, puisque les données, le traitement se fait au plus près de la donnée. On va dire, on élimine un certain nombre de problématiques réseau et de latence qui peuvent être apportées sur le traitement de cette donnée, et avoir donc des traitements en temps réel qui vont pouvoir venir, donc soit amener des nouveaux services, soit gérer des risques ou des alertes, et avec les capacités d'exécution qui seront possibles, on va dire, sur les objets, avoir, on va dire, des processus aussi d'exécution autonome. Alors, il peut y avoir des aspects de coût principalement liés, on va dire, sur la décentralisation et sur l'automatisation qui peut être fait sur le déploiement de ces objets. Il y a donc des aspects qui sont beaucoup plus opérationnels dans la gestion, on va dire, des parcs informatiques. Et ensuite, et surtout le point, on va dire, qui est assez intéressant au travers des capacités en fait, qu'apporte l'edge computing, c'est d'amener des nouvelles, on va dire, des nouveaux cas d'usage et de l'innovation, principalement sur des industries et des innovations donc, qui peuvent être à deux niveaux, soit sur des processus industriels, soit sur des services qui vont être apportés aux clients. Alors, globalement, le edge computing et l'ensemble des objets connectés qui se rapportent et des solutions qui peuvent en découler touchent, on va dire, à peu près l'ensemble, on va dire, des industries. Alors, sur les industries, donc sur le transport, donc, Thomas en a un peu parlé tout à l'heure avec les bus, on va dire, connectés, mais on va retrouver l'ensemble des problématiques autour des véhicules connectés. Alors, on va avoir globalement deux grands domaines, on va dire. Alors, il y a le domaine de la sécurité et du pilotage de la voiture, donc principalement l'ensemble des éléments qui sont de prédiction de collision, entre autres, ou de gestion, on va dire, préventive de panne. Et ici, donc l'ensemble de ces objets vont être amenés sur la base, on va dire, de l'ensemble des informations qu'ils ont, donc les distances entre les voitures notamment, tout ce qui est environnement, on va dire, inattendu qui peut arriver, prendre des décisions. Ensuite, on va avoir des aspects aussi sur les transports autour des médias ou de l'entertainment, principalement. Si on est dans des véhicules, on va dire, qui sont autonomes, on n'est plus amené à conduire, donc on a un peu plus de temps à passer, on va dire, sur d'autres activités, notamment donc soit des lectures classiques, mais aussi de concerts live que l'on peut avoir ou immersifs qui pourront être amenés directement dans les véhicules. Sur l'industrie, donc on va avoir l'ensemble, on va dire alors l'ensemble est large, mais on va avoir énormément de cas d'usage autour des robots, autour des robots autonomes et autour, on va dire, de l'évolution de la qualité on va dire, industrielle des produits manufacturés. Dans le domaine de la distribution, on va rentrer plutôt dans des aspects immersifs et d'expérience client. Alors, sur la distribution, les cas d'usage, on va dire, qui sont souvent utilisés, ça va être la partie de spécialisation autour, on va dire, du client. Donc, un client qui rentre, on va dire, dans un magasin, il peut être reconnu puisqu'il a une carte de fidélité, il a autorisé, on va dire, le fait qu'on puisse le reconnaître. Et donc, un certain nombre, on va dire, d'informations peuvent s'offrir directement à lui par rapport à ses besoins. Et de la même façon, on peut aussi faire des analyses dans les magasins de flux, des analyses, on va dire, qui permettent d'optimiser ou l'expérience des acheteurs, on va dire, au sein des magasins. Les aspects de logistique,
donc, sont principalement liées à l'exécution des chaînes. Donc, alors, ça peut être utilisé aussi bien dans la distribution que dans le domaine médical ou autre. Donc, lorsqu'on a des chaînes de froid à garantir, lorsqu'on va avoir des chaînes, on va dire, comment dire, de transport à mener. L'agriculture, les objets connectés, on va se retrouver avec les tracteurs. Donc là, il y a un vaste spectre de capteurs autour de la météo, autour de l'usage, on va dire, des semis ou tout ce qui est, on va dire, tracteur autonome qui va venir se greffer. Et dans le domaine médical, donc on parle souvent de la télémédecine, mais il y a aussi, ça ouvre aussi des capacités sur la médecine rurale ou sur des endroits, sur des lieux qui sont peu ou difficilement connectés, de pouvoir amener, on va dire, des services médicaux et l'ensemble, on va dire, de tout ce qui est captation de données médicales et de traitement préventif sur les paramètres médicaux que peuvent être et prévenir, on va dire, des risques ou mener des alertes le cas échéant. Alors, l'intérêt aussi dans l'ensemble de ces domaines, c'est que cette informatique, on va dire, de type edge computing peut se faire aussi dans des environnements qui sont généralement assez contraints. Et alors, contraints sur différents aspects, hein, qui peuvent être sur les aspects environnementaux, donc soit sur des aspects, on va dire, de chaleur, de froid, de vent, de mer ou autres, mais aussi sur des environnements qui sont liés, on va dire, sur des faibles usages de capacité énergétique ou autres, ou des problématiques réseau qui sont connectées ou déconnectées. Alors, je terminerai par un dernier cas d'usage qui est assez intéressant, puisqu'il est en cours. Donc, c'est le Mayflower, qui est un bateau autonome. Donc, c'est un bateau pour les 400 ans, on va dire, de la traversée, qui va avoir pour objectif de traverser l'Atlantique de manière complètement autonome. Donc, et donc, vous avez, donc, si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien pour avoir et suivre les différentes informations. Très bien, merci, merci Valérie pour ces précisions. Puis merci surtout à vous trois, hein, Thomas, Dimitri et Valérie. Mais je vous invite à me rejoindre, certes de façon virtuelle, mais on a quelques questions qui nous parviennent et je pense que le jeu des questions et des réponses que vous allez fournir devrait en engendrer d'autres. Une des premières questions qui nous est posée, qui est très pertinente, hein, on constate aujourd'hui qu'il y a une double défiance française envers la 5G et les objets connectés domestiques, dont le nombre devrait augmenter et pour qui la 5G va offrir une vraie solution. Est-ce que justement cette double défiance-là française entre la 5G et les objets connectés ne viendra pas handicaper le déploiement ou retarder le déploiement de la 5G? Alors, qui s'y frotte? Thomas, par exemple. Allez, c'est l'opérateur qui va s'y C'est l'opérateur qui répond? évidemment. En fait, il a peut-être un petit peu retardé parce qu'il y a eu beaucoup de débats, hein. On l'a ouvert dans d'autres pays européens depuis déjà un petit moment et on a bientôt terminé la couverture en 5G de la Roumanie, par exemple. Donc, c'est assez intéressant de voir le retard que la France a pu prendre par rapport à ses voisins européens. Après, est-ce que ça a retardé? Oui, à l'allumage, non dans le déploiement. Parce que premièrement, on a des obligations de couverture. Donc, pour pas qu'il y ait une 5G des villes et une 5G des champs, et pour que la 5G soit vite accessible à tous. Et en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas, qui se posent au niveau de la connectivité dans le grand public. Par contre, je peux vous assurer que le monde économique est vraiment en attente de cette connectivité. Alors, quand elle n'est pas suffisante ou en complément de ce qui existe déjà, hein, mais les cas d'usage industriels, logistiques, et on a aussi portuaire. On travaille avec le port d'Anvers sur la 5G pour optimiser les conteneurs, le trafic maritime. Je peux vous assurer, on parlait de l'agriculture aussi, là où il y a une connectivité. Donc, vous voyez bien, il faudra de la 5G en rural aussi
pour faire de l'agriculture de précision. Et c'est en tout cas un truc auquel je crois énormément, parce que l'agriculture connectée, ça permettra de diminuer la consommation d'eau, la consommation de pesticides, la consommation d'engrais, parce qu'on en mettra juste ce qu'il faut et pas comme actuellement, parfois en quantité pléthorique. Et donc, non, il y a vraiment un monde économique en attente de la 5G. Et donc, c'est effectivement dans cette optique-là qu'on est assez pressé de la déployer. Très bien, merci Thomas. N'hésitez pas, Valérie et Dimitri, à compléter les réponses de Thomas, le cas échéant. Valérie, tu voulais réagir peut-être à ce que vient de dire Thomas? Oui, aujourd'hui, comment dire, la 5G est un élément important, on va dire, sur justement le déploiement comment dire, des solutions autour et des services autour de, comment dire, sur les réseaux de type edge computing. Et principalement, ce qui peut paraître antinomique, c'est que les objets connectés l'edge computing qui a pour objectif au final d'amener des traitements plus proches, on va dire, de la source et donc quelque part d'utiliser moins le réseau, a un besoin, on va dire, de connexion importante. Alors, pas tout le temps, mais à certains moments, pour pouvoir justement amener ces cas d'usage sur les aspects, on va dire, comment dire, et de les intégrer, on va dire, dans un système plus large, on va dire, de fonctionnement donc, et de réseau. Donc, que ce soit sur les réseaux d'énergie, on parlait de l'agriculture tout à l'heure, les objets connectés, ils vont venir se corréler avec des informations de météo ou autres. Donc, il faut pouvoir, de manière assez frugale, tirer parti, on va dire, d'apports en fait assez importants qu'amène la 5G, principalement autour des temps de latence qui sont nécessaires pour avoir des cas d'usage qui sont intéressants, on va dire, pour la société. Très bien, merci. Merci Valérie. Une question complémentaire qui fait écho un peu aux propos aux réponses que vous avez formulées, notamment autour de l'éthique. Tu as parlé tout à l'heure, Valérie, de voitures autonomes, notamment, donc qui peut engendrer des prises de décision par une IA et de voir en regard des valeurs éthiques comment on peut se positionner, mais également une dimension un peu plus large au travers du stockage, des données, de l'usage des données, voire du tracking des déplacements. Voilà, est-ce qu'il y a un enjeu sur les libertés au sens beaucoup plus large? Donc, comment on peut se positionner par rapport à l'éthique? Alors, il y a un enjeu fort puisque c'est une façon de répondre aux problématiques, on va dire, de gestion des données personnelles, puisque le traitement à la source permet, on va dire, de pouvoir répondre à un certain nombre, on va dire, et d'être en conformité par un certain nombre de régulations. Et donc, tout en permettant d'amener, on va dire, des services qui nécessitent parfois l'usage de certaines données personnelles. Alors, quand on parle de données personnelles, ça peut être des données, on va dire, de la détection, on va dire, d'individus, mais à partir du moment où on voit le visage, même si elle n'est pas utilisée en termes, on va dire, de traitement informatique, il y a des autorisations à obtenir. Donc, ce streaming de données, cette partie, on va dire, peut répondre, on va dire, à un certain nombre de problématiques autour de cette problématique. Alors, par contre, sur l'éthique, c'est un vrai sujet et ce n'est pas uniquement lié à la partie edge computing, c'est aussi lié à l'usage de l'IA de manière générale. Donc, aujourd'hui, l'IA est dans les objets connectés, et qui dit IA dit décision, et certaines décisions qui peuvent être prises de manière, on va dire, autonome et sans supervision, on va dire, d'un tiers ou d'un régulateur ou d'un spécialiste. Et donc, la nécessité, elle est principalement d'avoir une transparence qui est complète et totale, d'une part pour que ces technologies soient acceptées, parce qu'il peut y avoir beaucoup de mythes, mais on a vu aussi qu'il peut y avoir des biais, on va dire, autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il faut, de manière particulièrement transparente, être capable d'avoir une explication de l'IA, et de la même façon de pouvoir, et que cette transparence soit offerte, on va dire, à l'ensemble des parties jusqu'aux utilisateurs pour comprendre pourquoi une décision a été prise en toute transparence.
Très bien, merci, merci Valérie pour ces précisions. Une question complémentaire et peut-être laisser la parole à Dimitri, notamment où on précise que l'un des effets de l'edge computing est de pouvoir diminuer la quantité des échanges transférés, des échanges et des données échangées, pardon, ce qui va diminuer l'utilisation du réseau. Auquel cas, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique de devoir développer la 5G qui va au contraire augmenter la capacité de réseau et les dépenses énergétiques? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomie entre l'edge computing et la 5G? Alors, je comprends la question, mais alors d'une part, l'edge computing, ce n'est pas la seule application de la 5G. Hein. La 5G va avoir de nombreux usages, dont l'edge computing. Le premier usage de la 5G, je voudrais le rappeler, et je pense que Thomas ne va pas me contredire, ça va être aussi de remplacer le réseau 4G. Hein. Dans un premier temps, de le compléter et demain de le remplacer pour faire face à l'augmentation des usages et des consommations de données. Maintenant, quand on parle d'edge computing et de 5G, la 5G a un réel apport quand elle sera à maturité en termes de latence. Aujourd'hui, sur un réseau 3G, 4G, vous avez des latences qui peuvent être assez élevées. Vous avez également des latences qui ne sont pas très stables. Un réseau 5G permettra d'avoir une qualité de service optimale et optimisée pour l'usage edge computing qui permettra d'être beaucoup plus serein dans le déploiement de l'edge computing et des logiciels qui sont derrière. Très bien, merci, merci Dimitri. Thomas, Valérie, hein, prenez systématiquement le droit, hein, je vous le donne effectivement, de pouvoir compléter les réponses qui ont été formulées par Dimitri, bien évidemment. Non, mais c'est parfait. Effectivement, sur l'edge computing, ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'elle va limiter le nombre de données qui transitent. Par contre, ce ne sera pas forcément le cas de toutes les technologies qui permettront la 5G et notamment la 5G, encore une fois, a son avantage aussi pour la latence et pour les objets connectés en temps réel. Très bien, merci pour ces compléments, Thomas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence entre la 5G et la fibre aujourd'hui? Et encore une fois, s'il y a concurrence, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la 5G ralentie dans son développement, tout au moins dans certaines zones? Alors, je veux bien la prendre, celle-là. Oui, vas-y. Donc, non, alors il n'y a pas un risque là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le déploiement de la fibre, il est déjà complètement encadré du début à la fin. Alors, dans des zones peu denses ou dans des zones denses, on a des plannings qui sont engageants pour les opérateurs qui déploient et qui amènent le 100% fibre à 2025, comme c'est le souhait de l'État. Donc, ce déploiement de la fibre, il n'est pas du tout compromis par un déploiement 5G en parallèle. J'ai vu une question également sur la 5G comme un réseau du dernier kilomètre, là où la fibre coûterait trop cher. Aujourd'hui, ces réseaux ne sont pas conçus comme ça. L'État a donné aux opérateurs des obligations de complétude sur la fibre. Alors, pour rappeler, sur la métropole, c'est fin 2022, 100% fibre. Donc, il n'y aura pas de la 5G partout fin 2022. Par contre, il y aura de la fibre. Donc, l'État a donné des obligations de couverture fibre à 100% avec des échéances. L'État a donné de l'autre côté des échéances de couverture à 100% pour la 5G. Les échéances sont beaucoup plus lointaines, hein, puisque la couverture du territoire national doit être achevée en 2030 pour la 5G, avec des points de passage qui ont été définis en 2024-2025. Mais ce ne sont pas deux réseaux qui se font concurrence. Thomas dit que la 5G, c'est la fibre dans la poche. C'est pour parler de débit. En réalité, on imagine bien qu'il n'y aura pas les mêmes usages, comme il n'y a pas eu les mêmes usages entre la DSL ou câble avec la 4G. Ce sont des réseaux qui sont complémentaires. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'avoir des réseaux fibres, y compris pour déployer de la 5G. Donc les deux réseaux peuvent coexister au-delà de l'échéance de 2030 où on aura une couverture 5G à 100%. De toute façon, le réseau fibre, on le construit pour le siècle à venir.
Voilà, on sait que c'est le réseau pour au moins 50 ans. La 5G, on sait que c'est le réseau pour au moins 10 ans. Donc, on n'est même pas sur les mêmes échéances. On aura forcément deux réseaux, un en mobilité, un en fixe, avec des caractéristiques qui vont, au fil du temps, peut-être se rejoindre, mais qui n'auront pas les mêmes usages. Très bien, merci, merci Dimitri. Une question complémentaire. Aujourd'hui, les objets connectés utilisent déjà des réseaux existants comme LoRa ou Sigfox par exemple. Quel est l'avantage en fait de passer par la 5G? Est-ce qu'on a une réduction par exemple des consommations énergétiques? Est-ce qu'on a une meilleure transmissibilité des données par exemple? Une sécurisation qui est accrue? Eh ben, à peu près tout ça. Euh, on, pour l'instant, la 5G, effectivement, n'est pas présente partout. Donc, LoRa et Sigfox ont encore quelques années devant eux, quelques belles années devant eux. Nous, on estime que notre réseau 5G sera plus... il y aura plus d'objets connectés sur le réseau 5G d'Orange que sur notre réseau LoRa en 2027. Vous voyez la bascule, donc on a encore 7 ans devant nous. L'avantage de la 5G, c'est le côté temps réel et symétrique, ce qui n'est pas valable forcément sur les réseaux bas débit, où la donnée, elle transite, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle arrive. Et puis finalement, sur les objets connectés, de pouvoir supporter tous les types d'objets connectés, parce que de plus en plus, on voit des objets connectés qui sont avec, par exemple, de la vidéo, de la caméra. Et du coup, la quantité de données, les réseaux bas débit, ils peuvent pas la supporter. Ils peuvent continuer à le supporter pour un capteur de température, mais ils ne peuvent pas le supporter pour d'autres types de capteurs plus gourmands. Et donc, c'est pour ça que la 5G, l'avantage, c'est qu'elle pourra accueillir tous les types de capteurs, quels qu'ils soient, et de façon sécurisée également, en fait, puisqu'un réseau opéré, par définition, est très sécurisé. Il n'y a jamais eu, ou quasiment jamais eu, d'attaque sur les réseaux mobiles opérés. Et en termes énergétiques, la promesse, puisque pour l'instant, on ne parle que de promesses, vu qu'on n'a pas encore expérimenté sur le terrain, la norme Massive IoT qui ne sera présente qu'à partir de 2023, c'est que la consommation énergétique sera encore moindre qu'avec les réseaux bas débit, dont la consommation énergétique est déjà assez faible. Eh bien, merci, merci Thomas. Tu évoques un point notamment sur la sécurisation ou très peu d'attaques sur les réseaux mobiles. En revanche, les IoT sont peut-être plus sujets ou plus contraints en termes de sécurité. La 5G verra la multiplication des IoT. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu de cybersécurité à déployer? Complètement, complètement. C'est un enjeu qu'on regarde de très près. Alors, les attaques les plus médiatisées sur les IoT, c'est parce que le mot de passe, c'était 4x0 ou admin, hein, donc forcément, au niveau sécurité, c'était un petit peu facile. Et puis sur des réseaux Wi-Fi qui, pour le coup, sont pas des réseaux opérés, qui ne sont pas des réseaux mobiles et sur lesquels la sécurité est quand même beaucoup plus faible que sur les réseaux opérés type mobile. Mais effectivement, il y aura un enjeu de sécurité sur les réseaux 5G. C'est quelque chose qu'on regarde de très près. Très bien, merci. Valérie, quelle est la vision d'IBM ou ta vision justement sur tous ces aspects de cybersécurité? C'est un enjeu particulièrement important. De toute façon, on voit aujourd'hui une recrudescence et en fait les attaques de manière générale, et ce qui était contraint, on va dire, encore à quelques années à soit des aspects industriels ou autres, maintenant, je veux dire, tous les pans de la société sont attaqués entre les États, les industries, les réseaux, voilà. Donc c'est un enjeu qui est particulièrement important, mais qui doit aussi s'inscrire avec par aussi un changement de mentalité, ou tout au moins, c'est que la sécurité aujourd'hui est une partie intégrante, quelque part, des solutions, des architectures et des projets qu'on met en place. C'est-à-dire que la sécurité doit être by design sur l'ensemble de nos solutions. Et alors,
aujourd'hui, ça devient le cas, ou tout au moins les grands industriels et les grandes sociétés ont très bien compris cet enjeu. Et on le voit aussi notamment au travers, on va dire, d'instances qui se sont mises en place, notamment l'ANSSI en France, et des régulations qui arrivent à la fois pour protéger principalement ou tout au moins donner des bonnes pratiques auprès des industries. Donc je pense que c'est un véritable enjeu des années à venir au regard, on va dire, de la digitalisation, on va dire, de notre société. Très bien, merci, merci Dimitri. Valérie, pardon. Tout à l'heure, dans ta présentation, tu évoquais le domaine de la santé. Aujourd'hui, on le voit, on peut déjà récupérer des constantes vitales qui permettent, si elles sont transmises en temps et en heure, de réduire le temps passé en hospitalisation. Est-ce que demain, la 5G viendra notamment asseoir le développement de la télémédecine, de la santé connectée, et de pouvoir également avoir un impact bénéfique sur la réduction du temps passé en hospitalisation, ou peut-être favoriser tout ce qui est ambulatoire, par exemple? Sûrement, oui. Après, un des enjeux, principalement, et Thomas en a bien parlé tout à l'heure, de la 5G, c'est que par rapport à des objets connectés qui sont, la 5G va permettre des usages qui, sur des quantités d'informations qui sont un peu plus importantes qui sont permises par rapport aujourd'hui sur les réseaux, on va dire, traditionnels mobiles. Donc, à partir de là, sur des traitements, on va dire principalement de type d'image, notamment, il va y avoir un intérêt important de pouvoir faire un certain nombre de consultations et éventuellement d'examens sans avoir à se déplacer sur des centres hospitaliers ou d'autres environnements médicaux. Très bien, merci. Merci Valérie. Nous étions, et dans ce nous, il y avait Orange, il y avait la MEL, il y avait le village Baïséen autour du défi 5G. On en est où aujourd'hui, Dimitri, tu as parlé de 4 POC tout à l'heure. On en est où en termes de développement, en termes de déploiement et en termes de quelle image ça donne et surtout quelle appétence ça peut donner pour le déploiement de la 5G? Est-ce que ça fait envie? Est-ce qu'on se rend compte des potentialités, par exemple, à venir? Alors, oui, effectivement, on est content d'avoir du résultat. Effectivement, alors les sociétés qui ont fait un démonstrateur aujourd'hui, en tout cas Compay et Suez, comptent les utiliser en production. Moi, j'ai eu des contacts avec Bercy au niveau national qui va mettre en place un fonds qui a un appel à projet de la même façon pour faire émerger des usages 5G, qui va mettre en place un fonds pour pouvoir émarger sur ces usages innovants et socialement utiles. Donc, moi, je pense que l'appétence, elle vient de deux choses. Elle vient des idées qu'on peut avoir d'un côté. Et ce qu'on a pu remarquer dans l'histoire des télécoms, c'est que les usages, ils viennent avec les réseaux aussi. Alors, je sais que sur la 5G, c'est un peu controversé, mais toujours est-il que le déploiement d'infrastructures, c'est des calendriers à long terme. Voilà, c'est des projets sur lesquels on ne peut pas se louper. Donc, l'exemple de la fibre, ça fait 10 ans qu'on y est. L'exemple de la 5G sera pareil. Il y a un moment, c'est aussi la couverture qui fait l'usage. Remettez-vous 10 ans en arrière, sans la 4G généralisée, est-ce qu'on pourrait imaginer un Waze? Voilà. Aujourd'hui, moi, quand je prends la route, je vois beaucoup de gens avec Waze sur leur téléphone, sur le tableau de bord. La 5G, ce sera pareil. Donc, en réalité, l'appétence, moi, j'ai senti une appétence de la part des opérateurs pour déployer sur le territoire de la métropole. Donc, alors en particulier d'Orange, mais pas que. Il y a d'autres opérateurs qui ont déployé des choses. Il y a un genre d'évidence pour les opérateurs que de créer le réseau. Il y a leurs besoins propres, mais il y a aussi les usages de demain qui seront les modèles économiques de demain. Aujourd'hui, on ne les connaît pas encore, les modèles économiques gagnants qui vont truster tout ce qui est sur la 5G. On ne les connaît pas encore, ces champions-là.
Le défi 5G ML, c'était aussi une façon pour la métropole de se positionner en s'il doit y avoir un nouveau champion de l'usage sur la 5G, on aimerait bien qu'il soit chez nous. Voilà. Et que l'idée, elle puisse soit venir de chez nous, soit venir d'ailleurs, mais se développer chez nous. Donc, on va forcément continuer à susciter ces usages et à essayer d'encourager ces bonnes idées qui vont se développer sur la nouvelle technologie. Très bien, merci, merci Dimitri. Ce que tu évoques, le développer chez nous, tu parles beaucoup d'usage. Peut-être Thomas pour Orange, aujourd'hui vous avez des clients industriels ou privés qui poussent à implanter la 5G dans certaines zones pour leurs besoins propres. Oui, on a, j'avais l'exemple de Schneider Electric, où on a installé un réseau privé pour l'usine augmentée. Dans la région, j'ai aussi un énorme projet industriel avec un gros compte, je n'ai pas le droit de dire le nom, je suis désolé, mais autour aussi du transport et de la logistique. Et on regarde la possibilité d'installer un réseau 5G privé pour tester des cas d'usage comme ça. Est-ce qu'on a une idée où il est trop tôt aujourd'hui pour avoir une notion des coûts qui pourront être proposés aux entreprises aujourd'hui? Alors, les offres 5G pour les entreprises, on va les penser, je pense, un peu différemment. Dans le grand public, en tout cas, on est déjà les forfaits 5G compatibles. Les 3 opérateurs sur 4 l'ont sorti. Orange a sorti ses offres 5G également, et qui sont avec des gros volumes de données. Et pour un forfait, c'est le retour de l'illimité, mais plus maintenant limité voix, mais limité en data. Ça, ce qui est quand même une nouveauté. Et sur les entreprises, en général, on est plutôt sur des histoires de flotte. Donc, c'est clair que les coûts sont, on va dire, sensiblement les mêmes que ceux de la 4G. Mais les modèles sont très différents parce que si on a besoin de connecter dans une usine, on va être sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'objets. Ou si on parlait tout à l'heure du tracking du port d'Anvers, vous imaginez le nombre de conteneurs qui peut passer tous les jours dans ce port. Donc, on n'est pas sur de la facturation à l'unité. Entre le tracking du trafic sur le port d'Anvers ou l'usage qu'on peut en faire, nous, en tant qu'individus, les coûts seront différents. Mais est-ce que les capacités de 5G seront également adaptées, seront également différentes? Est-ce que la 5G sera uniforme sur tout le territoire ou on aura des offres plus ou moins capées ou peut-être dégradées le cas échéant? Alors, il y a des possibilités. Enfin, techniquement, la 5G permet de discriminer le type d'usage. Par contre, on ne pense pas nécessairement le faire. En tout cas, réglementairement, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Et parce qu'il faut une certaine neutralité entre tous les utilisateurs. Par contre, la question va se poser, par exemple, on parlait des services d'urgence. Est-ce qu'il ne serait pas illogique de donner une priorité sur un service d'urgence plutôt que de télécharger un film en 4K, par exemple? Et donc, la 5G, effectivement, permet de différencier des usages ultra prioritaires par rapport aux usages qui peuvent être très gourmands en énergie, mais par contre, qui sont beaucoup moins prioritaires. Très bien. Alors, on a une question qui est très, très technique. Je vais vous la livrer telle que je la lis. Le edge computing est très lié à la notion d'offline, tandis que la 5G est plutôt online. Quelles sont les synergies possibles entre ces deux paradigmes? Je vous laisse quoi, 2 heures? Dites-moi, Valérie et Thomas, puis également peut-être un éclairage de Lamel, ça peut être intéressant sur ce type de questions. Valérie, je te laisse démarrer peut-être? Oui, je pense qu'on en a déjà un peu parlé. C'est que il est clair que comment dire que ça peut paraître, on va dire, sur deux choses antinomiques, mais
le temps réel ne pourra être géré qu'avec la 5G. Donc, sur des cas d'usage qui vont nécessiter des remontées d'alerte, des gestions de crise, ou un certain, notamment hein, la 5G ou tout au moins le mode connecté va être un élément important, on va dire, sur par exemple, ce type on va dire, d'information. Très bien, merci, merci Valérie. Thomas, je te laisse compléter la réponse. Non, pas mieux en fait, Pas pas mieux. beaucoup mieux. C'est vrai que d'un point de vue opérateur, l'avantage de l'edge computing, c'est de limiter la croissance du trafic de données plutôt que d'avoir toujours des choses assez centralisées. Et d'ailleurs, en termes de réseau, c'est des choses qu'on regarde pour limiter à la fois le trafic et donc derrière, à la fois, clairement, les coûts, mais aussi l'impact énergétique et donc l'impact environnemental, c'est d'installer de plus en plus des serveurs en proximité ou des data centers en proximité pour éviter que quand j'envoie un message instantané via un des nombreux logiciels des GAFA, c'est que mon message, en fait, il va à San Francisco et après, il revient, quoi. Donc, on ne pense pas que ce soit le chemin le plus court. Et donc, de plus en plus, on a des architectures, et là, d'ailleurs, la 5G est pensée aussi comme ça, qui sont très décentralisées pour contenir l'augmentation. Parce que, bien qu'il y ait de l'edge computing, vous voyez qu'à 40% de trafic sur une année, et on est sur une loi de Moore, hein, le trafic, il double à peu près tous les 18 mois. Et à chaque fois qu'on dit que ça va s'arrêter, bah, ça ne s'arrête pas. On pensait que ça allait s'arrêter avec la 3G, et puis il y a eu la 4G, et puis on voit que ce trafic augmente sans cesse. Donc, ça permettra de limiter l'augmentation. Très bien. Merci, merci Thomas. Merci à tous. Je me rends compte qu'il est plus de 18 heures et à un moment donné, on doit pouvoir conclure, on doit savoir s'arrêter. Peut-être chacun, Valérie, Dimitri, Thomas, peut-être le mot de la fin, chacun, vous partagez un mot, une phrase, une idée, une ambition avant de pouvoir conclure cette conférence. Dimitri, je te laisse démarrer peut-être. Ah bah, alors, en termes de mots de la fin, évidemment, ouais, je ferai mon travail. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des réseaux. Donc, moi j'attends de pouvoir avoir une couverture mobile 5G qui va se généraliser assez rapidement à l'échelle de la métropole. Le but, c'est pas d'avoir des réseaux pour avoir des réseaux. On sait qu'avoir des réseaux, c'est un élément d'attractivité économique, mais aussi démographique. Hein. Nous, avoir des habitants, ça nous plaît plutôt bien. Et j'espère surtout qu'à court terme, qu'on n'attendra pas 2025 pour avoir les usages socialement utiles qu'on attend et qu'on espère depuis 2018. Moi, je suis convaincu que la première étape, c'est un bon réseau. Et la deuxième étape, à moyen terme, ce sera l'usage auquel on n'a évidemment pas pensé aujourd'hui, mais qui fera sembler la 5G comme une évidence et une nécessité à moyen terme. Merci, merci Dimitri. Thomas, le regard de l'opérateur pour conclure, d'un opérateur. Comme le dit Dimitri, justement, je pense qu'on vous a livré quelques exemples et quelques perspectives, et puis que le modèle de la 5G n'est pas sec et qu'effectivement, il y aura des usages qui vont nous surprendre. Hein. Si je fais un parallèle, quand on avait lancé la 3G, au tout début, bah, on se disait, bah, tiens, c'est marrant, il n'y a personne qui va aller sur Internet. Puis il y a eu l'iPhone, et puis tous les concurrents qui avaient derrière, et puis à partir de là, ça a absolument explosé. Et pour l'instant, on n'est que sur des suppositions de cas d'usage autour de la 5G. Et ma conclusion, elle serait pour le grand public, en tant que grand public, vous ne voyez peut-être pas forcément l'intérêt, et ça peut se comprendre parce que la 5G, je pense qu'elle est vraiment très utile, et il y a une très forte demande dans le monde du monde économique, des entreprises, pour faire demain de l'agriculture connectée, de la Smart City pour les collectivités, ou de l'industrie 4.0 ou industrie connectée, de l'usine intelligente, de la logistique intelligente, et couplée avec d'autres technologies comme de l'intelligence artificielle ou de l'edge computing.
franchement, c'est quelque chose qui est très prometteur. Et je suis Merci, impatient d'être en 2025 pour voir ça. merci, merci Thomas, mais si tu patientes, ton vœu sera exaucé. Valérie, peut-être pour IBM, en tant qu'offreur de solutions, le mot de la fin pour le coup. Je pense qu'on a un moment, on va dire, qui est particulièrement intéressant, puisque, comme l'a dit Thomas, il y a énormément de technologies qui arrivent et aujourd'hui, on a un champ des possibles qui s'ouvre à nous pour résoudre à la fois des problèmes de société, hein, ce qu'on rencontre au travers du réchauffement climatique, des projets, résoudre des aspects, on va dire, plus sociétaux ou améliorer, on va dire, le bien-être de nos sociétés. Et on a aussi une ouverture sur des nouvelles industries, des nouveaux métiers, plein de choses qui vont arriver. Donc, c'est particulièrement passionnant. Et je pense que derrière, au regard, en fait, c'est beaucoup de choses qui font peur au sein de la société. Et donc, c'est un débat de société qui doit aussi qui doit se faire de manière particulièrement sereine, mais qui est particulièrement intéressant au regard de l'ouverture et du champ des possibles que ça ouvre pour les années qui viennent. Merci, merci Valérie. Encore une fois, merci Valérie, Dimitri et Thomas pour ces éclairages sur des sujets qui nous concernent. On l'a vu au travers des questions qui nous ont été posées. Et je m'en voudrais de ne pas remercier celles et ceux qui nous ont aidés à monter cette conférence virtuelle. Merci, merci à vous. C'est le village et conférences 5G qui sont encore parmi nous. Donc merci à vous tous et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Merci et bravo à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.